Bon. Alors, chers amis, bonsoir pour ce nouveau cycle qui lui portera sur, j'ai sous-titré ça, le progrès dans un état critique. Voilà. Bon, on va faire ça en 5 séances, hein, parce que d'abord, dans 15 jours, moi, je serai dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit. Dans un mois, c'est Marie-Pierre qui nous parlera de cette première grande critique du progrès, qui est celle de Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur les sciences et les arts, qui lui a valu le Grand Prix de l'Académie de Dijon, tout de même. Bon. Et puis, ensuite, on aura 3 autres séances. Je vais donner le planning dans le dernier courrier. Alors, ce soir, on va commencer par une vue panoramique de la question. Hein. Et tout d'abord, on va partir d'une idée, c'est quand même que le progrès humain, c'est une évidence. Hein. Je vois pourquoi on en discute. J'ai évoqué à l'instant, pour toute autre chose, le propulseur. Le propulseur de nos ancêtres, c'est l'ancêtre du lance-missile, quelque chose dans ce goût-là. Bon, et bon, on a fait des progrès depuis, avec le propulseur, au mieux il pouvait attaquer. On a changé de cible aussi. Ouais, voilà, bon, il tuait des bêtes, maintenant, avec nos propulseurs modernes, on peut tuer des cités entières. Bon, en tous les cas, le progrès, techniquement, c'est une évidence. Hein. Depuis la maîtrise du feu jusqu'à la maîtrise de l'arme nucléaire, voilà, vous avez un grand développement. Et puis des signaux de fumée à Internet aussi, etc., etc. Et puis de se déplacer à pied, nos ancêtres ont fait des milliers de kilomètres à pied, c'était des bons marcheurs et des bons coureurs à pied. Hein. L'Homo sapiens courait très vite et longtemps. Cette différence avec les bêtes, d'ailleurs, il arrivait à les rattraper parce que les bestioles, elles se fatiguaient avant lui. Parce que lui, comme il n'a pas de poils, il sue. Alors que les bêtes poilues, elles n'arrivent pas à suer, et au bout d'un moment, elles s'arrêtent. Et c'est comme ça que Sapiens arrivait et capturait les bêtes. Il tuait, les mangeait. Et d'ailleurs, comme il n'était pas vegan, il mangeait pas mal de viande, ce qui avait servi à développer le cerveau. Parce qu'il y a une corrélation dans la phanétologie entre la consommation de viande et le développement du cerveau. Bon, je laisse ça avec... Oui, en plus, la viande maigre. Oui, parce que, effectivement, le renne qui avait couru toute la journée, il était en forme, quoi, le garçon. Voilà. Bon, techniquement, donc, des progrès, c'est incontestable, on ne peut pas en discuter. Le confort aussi. Si vous allez visiter les grottes de Lascaux, on vous racontera qu'il y a 20 000 ans, en gros, il faisait 10 à 12 degrés l'été et moins 20 de moyenne l'hiver. Dans un paysage ras, parce qu'il n'y a pas d'arbres qui poussaient, une végétation, et puis des bêtes quand même, encore heureux, parce que ça leur permettait de manger, mais la vie ne devait pas être rigolote tous les jours. Hein. Bon, le confort, et puis le progrès du savoir. Hein. Bon, le progrès du savoir, on a peut-être raison de revenir là-dessus. Globalement, l'humanité sait beaucoup plus de choses, je ne suis pas certain que les individus sachent plus de choses. Ça, c'est une autre affaire. Et puis, il y a des tas de savoirs qui se sont perdus aussi, sans doute. Je pense qu'on pourra revenir sur ces questions. En tous les cas, le progrès, c'est quelque chose qui doit durer tout le temps. C'est indéfini, le progrès. D'ailleurs, vous connaissez l'adage, on n'arrête pas le progrès. Hein, qu'on peut dire soit sur le mode enthousiaste, soit sur le mode un peu défaitiste, quoi. Voilà, et puis le progrès, c'est toujours plus. Hein. Les hommes qui étaient partis de quelque part en Afrique ont conquis le monde entier. Ils ont réussi à s'adapter au pôle Nord, ils sont devenus Inuits, et ils ont appris des tas de choses, que d'ailleurs les Vikings qui s'étaient installés au Groenland auraient dû apprendre, ça leur aurait évité de disparaître. Puisque vous savez que vers l'an 1000 à peu près, le Groenland, qui était Groen, c'est-à-dire vert à l'époque, avait été colonisé par des Vikings qui s'étaient mis à faire les choses qu'ils savaient faire, c'est-à-dire qu'ils élevaient des vaches. Ils coupaient du foin pour les vaches l'été. Et puis le climat s'est refroidi, et progressivement, l'élevage des vaches est devenu impossible, et puis eux, ils ont perdu toute ressource. D'autant qu'ils avaient déboisé pour arriver à construire des églises, et donc ils se retrouvaient démunis, et puis c'est une civilisation qui a disparu. On trouve des restes d'étables, c'était des grandes étables, ils pouvaient mettre 50 vaches dans leurs étables, c'était pas du petit élevage dans les conditions de l'époque, mais ils ont disparu complètement.
Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les capacités d'adaptation au froid des Inuits. Puis surtout, ils ne voulaient pas ressembler des Inuits quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, voilà comment ils ont disparu. Mais bon, voilà. Le progrès, donc, nous semble, nous, indéfini. On reviendra sur ces effondrements partiels de nos civilisations. Donc on a conquis toute la planète, et puis même aujourd'hui, vous avez entendu un homme qui est devenu un homme politique américain qui dit une civilisation qui se respecte ne doit pas se contenter d'une seule planète, il nous en faut au moins deux. Donc on va aller conquérir une deuxième planète. Bon. On trouvera une place de parking. Et en plus, il veut aller sur la planète Mars. Hein. C'est pour ça qu'il va arrêter la station spatiale internationale. Il va aller sur Mars. Bon, si vous êtes candidat pour les vacances sur Mars, pas moi, hein, personnellement. Bon. Voilà. Et puis, si on peut conquérir l'univers, on va aussi augmenter la durée de notre vie. Les mêmes Californiens ou leurs voisins de palier, c'est-à-dire la maison Google, travaillent sur ce qu'ils appellent le transhumanisme, c'est-à-dire la possibilité de prolonger la vie, comme le dit le nommé Laurent Alexandre, grand gourou du transhumanisme. On devrait atteindre 400-500 ans rapidement. Bon, bon courage, on a envie de dire. Voilà. Bon, alors, on discutera tout ça, parce que, par exemple, les 500 ans, c'est une blague, une très très mauvaise blague, même. Il y a aujourd'hui, les plus vieux des humains, je crois, sont à 114. Le record de Jeanne Calment est invaincu. Personne n'a approché même les 121 ans. On n'a pas dépassé 114. Et en fait, quand on regarde dans le passé, il y avait aussi des gens très très vieux. Fontenelle est mort plus que centenaire, par exemple. Oui, il y avait Mathusalem aussi. Ça, l'existence historique est moins attestée. Est-ce que Jeanne Calment avait réellement l'âge qu'elle prétendait? C'est ce qu'on pense, quand même. Oui, quand même. Oui, l'état civil est déjà bien établi. Alors que pour Mathusalem, les feuilles d'état civil... Voilà. Mathusalem était si bien conservé qu'à 900 ans, il en paraissait à peine 450. Bon. Voilà. Donc le progrès, ça va continuer tout le temps. D'ailleurs, tous les jours, on vous dit ça, on vous répète ça sur tous les tons. Ça sera encore mieux demain, encore plus. Alors, en même temps, il y a un paradoxe, c'est quand même que le progrès qui nous semble une évidence, et qui n'a pas commencé avec nous, pendant longtemps, on considérait que le Moyen-Âge était un âge sombre et tout. Quand on étudie le Moyen-Âge de près, c'est une période d'invention technique considérable, hein, et de progrès, ne serait-ce qu'en agriculture. Hein, quand on a commencé à cesser de gratter la terre et qu'on s'est mis à retourner avec des socs, on a multiplié par 1,5 ou 2 le rendement en blé. Et à l'époque, c'était considérable, évidemment. Donc le Moyen-Âge a été aussi une période de progrès technique, époque technique, hein, politique aussi. Voilà. Mais le progrès est une idée inconnue jusqu'à notre époque. C'est-à-dire jusque... Oh, notre époque, pour moi, ça commence à peu près en 1600, quoi. Tu crois que t'as 400 ans? Oui. Tu les fais pas, hein. Bon, on est en 425 depuis la mort de Giordano Bruno. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire. Bon, voilà. C'est une idée récente, parce que, au fond, les anciens, eux, ne croyaient pas au progrès, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Progresser, c'est simplement avancer dans une direction. Si je veux aller dehors, je vais progresser vers le dehors. Voilà, si je suis au bord d'un trou, je progresse vers le trou jusqu'à ce que je tombe dedans. Comme le fameux Thalès, qui, en parlant des étoiles, est tombé dans un trou. Alors, pourquoi? Vous voyez le temps autrement. Les Grecs avaient plusieurs thèses, hein, sur le temps. La plus connue, c'est qu'au fond, nous vivions non pas un progrès, mais une décadence. Derrière nous, il y avait l'âge d'or, celui où les hommes vivaient tranquilles sur la terre, communiquaient avec les bêtes, etc. Et puis ensuite, on est de malheur en malheur, on est arrivé à l'âge de fer, qui est le nôtre. Celui où on est obligé de se faire la guerre, de lutter pour survivre, etc. Voilà. Donc, première idée, l'histoire est une décadence. Bon, ça, c'est quelque chose qui nous est resté. Hein. Et le mythe de l'âge d'or, il est resté très profondément enfoui dans notre culture. Il y a une autre vision du temps, c'est l'histoire cyclique. Au fond, de même que les astres finissent par retrouver la même position qu'il y a tant d'années, eh bien l'histoire va faire pareil, va suivre des cycles.
J'avais abordé cette question quand j'avais parlé, je crois que j'avais parlé avec vous, Jean-Baptiste Vico. Ben oui, j'avais parlé de Vico. En fait, Vico s'inspirait d'une théorie de l'histoire cyclique qu'on trouve par exemple chez Polybe, l'historien grec de l'Empire romain, qui voyait l'histoire passer par une succession de régimes, et puis on revenait au démarrage. Voilà. Histoire cyclique. Et puis, il y a une dernière vision de l'histoire, mais qui est beaucoup plus restreinte dans l'espace. C'est ceux qui attendent la fin des temps. Hein, ceux qui attendent le Messie. Bon, évidemment, c'est la conception juive dont nous avons beaucoup hérité et que nous avons retransformé à notre sauce. On le verra. On attend le Messie. Et le Messie, c'est pas le progrès. On attend simplement que ça soit fini avec cette terre insupportable. Et puis, il va y avoir, alors dans le christianisme, il va y avoir le royaume de Dieu sur terre. Et puis les corps vont ressusciter, etc. Voilà. Mais c'est pas non plus le progrès, le messianisme. On attend la fin des temps. Alors, le progrès, lui, il va commencer à faire son chemin dans les esprits. Alors, quand, j'en sais rien, moi, difficile à dater, Moyen-Âge, la Renaissance, c'est des époques de bouillonnement intellectuel intense. Hein. Bon, par exemple, en physique, la physique moderne est impossible si l'école de Paris, c'est-à-dire les gens qui étaient à la Sorbonne à l'époque, ne réfléchissaient pas depuis un moment sur le mouvement et sur ce petit problème, pourquoi quand je lance une flèche, bien que ma main ne soit plus là pour la pousser, elle continue son chemin. Et ils ont inventé cette notion d'impetus qui va se transformer en quantité de mouvement chez Descartes, etc. Donc, et ça nous ramène au XIIIe siècle, hein, l'impetus, XIVe. Voilà. Donc, on commence déjà à repenser sérieusement notre conception du monde au Moyen-Âge. Et puis, on peut dire aussi que le grand moment, ça a été l'invention de l'humanisme. Hein, l'invention de l'humanisme. Alors, ça commence XIVe, hein, c'est Pétrarque, Boccace en Italie. C'est eux les premiers à employer le mot humanisme. Employer le mot. La chose existait avant, mais c'est eux qui emploient le mot. Et puis, tout ce qui va se développer, un renouveau des études. Soit dit en passant, le progrès s'est fait par un retour en arrière. Puisque le progrès a consisté à redécouvrir les anciens. On avait oublié Platon, tout ça, ils étaient réservés à quelques-uns. Et puis, on va les redécouvrir. Alors, je le signale aussi, non pas pour l'anecdote, comment est-ce qu'on redécouvre Platon? On redécouvre Platon parce que les savants grecs de Byzance viennent en Italie pour tenir un grand conclave où ils se posent la question de la réunification de l'Église. Et, sans vouloir être méchant, par exemple, avec Alain de Libera, la grande translation des études des Grecs à l'Occident, elle s'est faite par Byzance. Elle ne s'est faite que secondairement par les philosophes arabes. Mais ça, comme on a inventé toute une légende il y a quelque temps sur ce sujet, il est temps de remettre les choses à leur place. Voilà. Une légende qui doit beaucoup à nos encyclopédistes et tout. Oui, oui, tout à fait. Pour déprécier l'Église catholique, ils ont l'émerveillement devant la... Oui, tout à fait. Ça faisait partie de l'opération de prise de distance avec l'Église. C'est pareil que l'idée que le Moyen-Âge soit des temps obscurs, c'est une invention des Lumières. Hein. C'est conserver la lumière sur le Moyen-Âge. Bon. Voilà. Alors, bon, disons quand même les choses. Oui, dans le dernier grand humaniste, quand même, il faut le garder, parce que peut-être lui le plus radical, c'est notre grand Rabelais. Hein, notre grand Rabelais. Bon, alors, les grands progrès, ça commence quand? Allez, 16e, 17e. En astronomie, je vais donner quelques noms. Alors, c'est un peu plus ancien, Nicolas de Cus, cardinal. Oh là là. Légat du pape. C'est lui qui dit, l'univers doit être infini. Je vois pourquoi l'univers serait fini, vous êtes en train de réduire la puissance de Dieu. Et bien, il n'y a pas Dieu, parce qu'il est tout puissant, de créer un univers infini. Et il a un bon argument dans son livre sur la doctrine ignorance, et il pose la question que la Terre peut très bien se mouvoir dans cet univers infini. Parce que s'il est infini, il n'y a pas de centre. Voilà. Bon, le cardinal de Cus, il est condamné par personne. Hein. Il publie ses textes, il est tellement, je vous dis, en cours qu'il est un envoyé du pape qui fait toute une série de missions pour le pape. Bon. Le suivant, c'est Nicolas Copernic, hein,
qui vient de Pologne, lui, qui lui aussi va publier son livre sur ses études sur l'orbite des planètes. Alors, il va être un peu condamné, on va dire, non, là, c'est pas bien. Hein. À la page 23 de ton livre, là, c'est un peu hérétique. Mais c'est tout ce qu'il aura comme ennui, hein, Copernic. Là, je vais redire encore quelque chose, je disais. L'Église a rarement brûlé ses savants. Très rarement. Nettement moins que toutes les autres civilisations. Et l'Église catholique et romaine a été pendant des siècles un lieu de recherche, de discussion et de débat. Bon, évidemment, là aussi, comme il fallait s'en débarrasser, on a dit piquer prendre deux. Et puis, ils avaient quand même quelques méfaits à leur actif. Donc, il fallait bien régler la question. Par exemple, Vanini, il est vraiment mort dans des souffrances horribles. Bruno était vraiment brûlé. Il y a eu vraiment l'Inquisition, qui était beaucoup moins importante qu'on l'a dit d'ailleurs, sauf peut-être en Espagne. Mais ailleurs, l'Inquisition en France, je veux dire, à côté des inquisitions qu'on voit de nos jours, c'est presque de la rigolade. Hein. Bon, voilà. Donc, Copernic, Giordano Bruno, mon cher Giordano Bruno, dont on avait parlé l'an passé, non, il y a 2 ans, on avait parlé de Giordano Bruno, qui lui va être effectivement brûlé parce qu'il refuse absolument de se repentir. Puis, de toute façon, vous avez plus peur que moi. Donc, mais qui est le grand inventeur du monde moderne. Hein. C'est lui qui dit que l'univers est absolument infini, il est composé d'une infinité de mondes, et il n'y a rien de stable dans cet univers, sinon le mouvement perpétuel. L'éternelle vicissitude des choses, dit Giordano Bruno. Voilà. Et puis Giordano Bruno, il a un lecteur, ce lecteur s'appelle Galileo Galilei, professeur de mathématiques à l'université de Pise, d'abord, et puis ensuite, il va travailler à Venise, il va revenir, bon, bref. Galilée, voilà. Et Galilée, c'est le fondateur de la science moderne. La vraie révolution, c'est lui qui l'a fait. Parce que Copernic, il est encore un astronome à l'ancienne. C'est-à-dire, il dit, mon système, si je mets le Soleil au milieu, la Terre qui tourne autour et les autres astres autour, vous verrez, ça simplifie les calculs. Mais il dit pas beaucoup plus que ça. Et puis, il admet l'idée que le monde est quand même fini. À la fin, il y aura une sphère ultime. Alors que Galilée dit non, il n'y a pas de sphère ultime, l'univers est infini. Et puis il a une deuxième thèse, c'est que toutes les parties de l'univers sont de même nature. Ça, c'est aussi une révolution, puisque auparavant les anciens pensaient, les aristotéliciens pensaient qu'il y avait le monde sublunaire, c'est-à-dire chez nous, en dessous de la Lune, qui est un monde voué à la génération et à la corruption, et puis il y a un monde qui est fait de choses immortelles au-delà. Et Galilée dit, non, vous savez, au-delà, c'est pareil que chez nous. Et quand il voit les taches du soleil, il a dit, oui, même le soleil, il y a des taches. Là-dessus, on ne voulait pas le croire, d'ailleurs. Et on supposait que ce par quoi il l'avait observé était une sorte d'artefact inventé par le diable. Mais bon, il y a des gens qui savaient que les lunettes de Galilée n'étaient pas un artefact du diable. C'est la marine de Venise qui s'en servait, elle, pour ses opérations militaires. Donc, ils savaient très bien qu'au bout, il y avait des ottomans, des vrais, pas des ottomans mythiques. Donc, eux, ils ont cru tout de suite qu'il y avait bien des taches sur le soleil. Voilà. Donc, ça, c'est en astronomie, les grandes inventions. Et puis, la deuxième grande bascule, on va dire, c'est l'invention de la physique mathématique. Là encore, Galilée dit, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. C'est-à-dire que les mathématiques vont nous permettre de comprendre les phénomènes, de les décrire et, chose plus importante, de prédire. C'est la capacité de prédiction des mathématiques qui va emporter tout le reste. Si vous avez une bonne équation du mouvement, vous pouvez très dire, je prends mon canon, je lance un boulet, je sais à quelle vitesse il sort, je peux savoir s'il va tomber sur les murailles, derrière l'ennemi ou sur mes propres troupes. Donc je peux calculer parce que je prédis les effets. Et ça, cette capacité de prédire des mathématiques va être ce qui va emporter l'adhésion de tout le monde. Galilée, il met 10 ans pour avoir l'adhésion de tout le monde. De tout le monde. De tous les gens qui réfléchissent, qui lisent. Il a beau avoir été condamné, on lui a dit tu as tort, Galilée, il est sorti, il a dit oui, pourtant il tourne. Et en une dizaine d'années, tout le monde avait tout le monde, tous les savants lisaient Galilée et l'approuvaient. Nous avons un grand savant qui lisait Galilée et qui l'a approuvé dans les premiers, c'est notre cher Descartes, qui a écrit un traité du monde
Bon, puis quand il a vu que Galilée partait en prison, ils m'ont le traité du monde, je le mets dans le tiroir, on verra ça plus tard. Il avait coutume de dire, c'était de ses premiers textes, sur la grande scène du monde, je m'avance masqué. Si vous voulez savoir qui je suis, vous verrez plus tard. Voilà. Bon, et ça, de Galilée à Newton, vous avez un siècle absolument fabuleux. Je veux dire, à côté, quand on s'extasie de nos progressions, c'est de la rigolade. On a progressé dans le bidouillage, dans le bricolage. On s'est fabriqué des machines. Mais le progrès scientifique, ce qui a demandé un effort colossal de l'homme pensé, il est fait de Galilée à Newton. Avec tous ceux qui sont des intermédiaires, comme Huygens, par exemple. Voilà, c'est une époque qui est absolument fabuleuse, dans ce XVIIe siècle. Et puis, troisième point sur le progrès des sciences, c'est qu'on va inventer la méthode expérimentale. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, on n'expérimentait rien. Avant, on expérimentait, on regardait, on observait. Mais là, on va inventer une méthode qui est de se dire, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a peut-être une explication cachée. Je vais faire l'hypothèse. Si votre hypothèse est exacte, je vais construire une expérience qui me permettra de vérifier l'exactitude de l'hypothèse. C'est-à-dire, on n'est plus guidé par les rencontres hasardeuses de notre expérience ordinaire, on construit des expériences, et on fait pour ça des machines à expérimenter. Encore Galilée a inventé des machines à expérimenter, dont son fameux plan incliné qui lui a servi à formuler la loi de la chute des corps. Bon, voilà. Et alors il y en a un qui voit cette énorme révolution scientifique qui est sous ses yeux, ben, c'est notre Descartes. Et Descartes, il écrit un livre en 1637, qui s'appelle Discours de la méthode. Enfin non, c'est pas le Discours de la méthode, c'est la préface à 3 traités, un traité d'astronomie, un traité d'optique, et puis un traité de géométrie. Le plus important des 3, celui où Descartes va nous apporter le plus de choses, c'est le 3e, sur la géométrie, puisque Descartes va montrer qu'on peut trouver des figures géométriques équivalentes à des équations algébriques. Il invente la géométrie analytique, et c'est pour ça que quand on est élève, on commence par apprendre à tracer des repères cartésiens. Voilà, avec l'axe des X, l'axe des Y, et puis des courbes dessus. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'il dit Descartes? Alors, il explique pourquoi il s'avance dans cette voie, tout ça, dans la préface de ces 3 traités, c'est le discours de la méthode. Et il dit, voilà, on est en train d'inventer une science nouvelle. Il dit, cette science nouvelle n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les communautés qui s'y trouvent. Voilà. La science, c'est plus du tout une science pour contempler le monde, c'est pour jouir de tous les fruits de la terre et toutes les commodités qui s'y trouvent. Mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Voilà. Donc, deuxième idée de Descartes, cette science, elle va avoir des conséquences considérables sur la connaissance du corps humain et donc sur la santé. Sur la santé. Et alors, Descartes qui recule devant rien, dit ceci, car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps, que s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils ne l'étaient jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. Voilà. Descartes, il nous fait le programme 1637 jusqu'à nos jours. La physique, pour développer nos machines, notre puissance sur la nature, et aussi la médecine, pour changer l'homme, nous rendre plus habiles et plus sages grâce à la médecine. Bon, c'est un transhumaniste avant l'heure. Hein. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la préscience de Descartes. Il voit tout ce qui est possible dans la science qu'il a sous les yeux et qui est pourtant qu'à ses balbutiements. Oui. Il y a quand même un gros changement par rapport à la... Parce que lui, bon, il a assimilé, il a intégré la physique, etc. Mais c'est surtout ce qui va être vraiment le fond virage, enfin même plus que ça, c'est le changement de la conception qu'on va avoir. Oui, tout à fait, oui. Ça, c'est. Là, tu disais, voilà, on va plus contempler comme avant, parce qu'avant, on ne touchait pas à la nature trop, on faisait pas des cas, et donc on partait du monde.
avec Descartes, c'est vraiment le changement de perspective, on parle de l'homme, et puis c'est lui qui dit aussi, après Kant va repartir là-dessus, mais c'est lui qui dit, en fait, la connaissance, elle n'est pas dévoilée, elle n'est pas là, elle n'existe pas. Et donc ça nous donne un pouvoir immense de penser que c'est nous qui l'élaborons, qui la construisons, et qui fait ce qui fait qu'on va s'autoriser à justement intervenir sur la nature beaucoup plus que les anciennes. C'est pour dire qu'on va devenir comme maître et possesseur de la nature. Et c'est vraiment ce changement tout à fait. Il sort l'homme du monde. Oui, tout à fait, oui. Bon, et puis, la suite, ils suivent tous Descartes. Je vais citer Leibniz, mais ça va être trop long. Leibniz, il écrit un petit texte en 1679 où il vante les mérites de la méthode scientifique. Il dit, on fait des hypothèses qui sont comme une clé cryptographique. Alors, c'est un spécialiste du cryptage, Leibniz. C'est l'inventeur de l'intelligence artificielle. Je veux dire, les chat GPT et tout, c'est des plaisantins, quoi. C'est Leibniz qui a inventé tout ça. Ça aussi, il faut apprendre que nous ne sommes que des nains perchés sur les épaules des géants. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, nos hypothèses scientifiques sont comme une clé cryptographique. Elle est d'autant plus probable qu'elle est plus simple et que davantage de faits sont expliqués par elle. Et alors, sur cette base, il dit que cette science peut se développer. Il y a une condition, c'est qu'il faut que, dans tous les pays, les pouvoirs publics financent des instituts et que s'institue une collaboration entre tous les savants d'Europe pour développer cette science. Auparavant, tout ça, c'était des affaires individuelles. Lui, il dit non, il faut une intervention de l'État, il faut des institutions de recherche de l'État pour développer cette science. C'est l'inventeur du CNRS. C'est l'inventeur du CNRS, voilà, si on veut. Mais il était allemand, alors bon, c'est Leibniz. C'est un grand personnage, pareil. Bon, et puis, du point de vue philosophique, c'est aussi la mise en cause radicale de toutes les croyances anciennes. Marie-Pierre nous avait parlé il y a quelque temps de Spinoza ici, si je me souviens bien. Voilà, Spinoza, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Dieu, oui, il existe assurément. C'est même pas un objet de croyance. Il dit Dieu, c'est ce qui est. Donc ce qui est existe. Vous voudriez quand même pas que ce qui est ne soit pas. Voilà. Donc Dieu ou la nature. Et puis, il va développer toute une conception rationaliste de la nature en général, puis de la nature humaine. Même les affects humains peuvent s'expliquer moré géométrico à la façon des géomètres, dit Spinoza. Voilà. Et l'héritier de tout ça, alors ça, vous voyez, je suis resté qu'au XVIIe siècle. Là. Les Lumières sont les héritiers de ça. On parle parfois des Lumières hollandaises pour parler de Spinoza et ses amis, qui sont là avant les Lumières françaises. Il y aurait les Lumières anglaises qui ont joué un très grand rôle aussi. Hein. Comme passeur, ouais, l'humanisme et... Oui, tout à fait. Oui. Les Anglais, c'est énorme. Oui, tout à fait. Et ça va conduire à une mise en cause de la religion, qui va être considérée comme un ensemble de superstitions qui sont bonnes pour les nigauds. Hein, voilà. Alors, c'est ce progrès considérable du savoir qui accompagne un progrès des techniques, et notamment des techniques qui nous permettent d'augmenter notre savoir. Hein. Le télescope de Galilée, le microscope, etc., va faire naître aussi l'idée d'un progrès moral. C'est-à-dire qu'on va penser que, auparavant, il ne venait pas à l'idée qu'on pouvait être moralement supérieur à Socrate ou à Jésus. Bon, Jésus, non, mais Socrate, en tous les cas, même lui, on ne pouvait pas être meilleur que Socrate. Mais on va commencer à penser l'idée d'un progrès moral. Et je crois qu'il faut laisser la parole à Kant à ce sujet, dans un court texte intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» Il dit voilà, les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute. Il faut grandir, il faut devenir majeur. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute quand elle résulte non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Il répète, sans être dirigé par un autre. Sapere aude, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Voilà. Nous ne devons plus être soumis à d'autres autorités que la nôtre. Hein, c'est quand même
La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, alors que la nature les a affranchis depuis longtemps de toute direction étrangère, restent cependant volontiers leur vie durant mineurs, et qu'il soit si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur. Il est si commode d'être mineur. Si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui juge de mon régime à ma place, etc., je n'ai pas besoin de me fatiguer moi-même. Je ne suis pas obligé de penser, pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront pour moi de cette besogne fastidieuse. Voilà. Alors évidemment, si vous pouvez payer, vous pouvez trouver des gens qui pensent à votre place, qui vous dirigent à votre place. Mais nous devons penser nous-mêmes, nous diriger nous-mêmes, ne suivre que notre propre entendement. Donc il faut avoir l'audace de l'utiliser. Bon, alors, cette entreprise, c'est une exaltation sans précédent de la puissance humaine. Parce qu'il va jusqu'au bout, il dit « L'homme n'a pas d'autre maître que lui-même. Être libre, c'est n'obéir qu'à soi-même. » Il appelle ça autonomie. La véritable liberté, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est nomos, la règle qu'on se donne à soi-même. Alors, là-dessus vont se greffer toute une série de philosophies de l'histoire qui vont penser l'histoire comme un progrès. Alors, puisqu'on ne sert Condorcet, on va citer ici Condorcet, auteur d'un tableau du progrès humain, du progrès de l'esprit humain, qui est une philosophie de l'histoire. Il essaie de montrer les diverses étapes qu'a suivi l'esprit humain dans l'histoire. C'est aussi Kant qui va écrire une philosophie de l'histoire universelle du point de vue cosmopolitique. Pour lui, toute l'histoire humaine, elle a une direction. Cette direction, c'est la constitution d'une communauté mondiale, cosmopolitique, des humains vivant dans la paix et suivant sa raison. Et puis d'autres qui vont venir derrière, on pourrait citer évidemment Hegel et quelques autres. Et puis ce progrès moral, nous devons nous diriger nous-mêmes, pas suivre un autre. Ce progrès de l'histoire, il doit aussi un progrès politique. On va envisager que l'histoire n'est pas l'éternelle répétition des mêmes malheurs, mais qu'on pourrait aller d'abord vers la souveraineté des peuples. Les citoyens peuvent décider eux-mêmes. Ça, dans les Lumières anglaises, c'est John Locke qui pose le premier aussi clairement cette question. Et puis, on va pouvoir aller vers la paix entre les peuples. L'idée de société des nations, elle est explicitement chez Kant dans son projet de paix perpétuelle. Voilà, la paix perpétuelle. Je veux dire, bon, alors, on ne peut que s'exalter en lisant ce qu'ont pensé ces gens-là. Moi, à chaque fois, je me remets le nez là-dedans, je me dis, qu'est-ce qu'ils étaient forts, qu'est-ce qu'ils étaient meilleurs que nous, en fait. Voilà. Ils ont pensé loin, ils avaient une véritable ambition, je veux dire, la paix perpétuelle. Vous imaginez, aujourd'hui? On va peut-être avoir la paix entre Poutine et Trump, mais c'est pas la paix perpétuelle, ça. Hein? Et puis, voilà. Et puis le développement de la pensée, de la culture, etc. Voilà. Alors, je vais faire une petite, je ne sais pas quelle heure il est là. Moins 25. Petite incise. Il y a eu, à cette époque, une grande querelle qui est la querelle des anciens et des modernes, qui est une querelle littéraire pour savoir si on devait toujours suivre les règles anciennes ou si on pouvait innover, en matière littéraire, j'entends. Bon. Et cette querelle, évidemment, se greffait sur un fond, qui était que, auparavant, les anciens, comme ils étaient plus anciens, ils étaient plus sages, et donc ils nous étaient supérieurs. Parce que les hommes plus vieux en savent plus que les nouveaux-nés. Ça paraît l'évidence même. Or, c'est une époque où on va prendre le contre-pied de cette idée-là. À ma connaissance, le premier qui le dit comme ça, c'est Giordano Bruno. Et puis, il sera suivi par Descartes et par Pascal. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces trois-là? Ils disent, les anciens, c'est quoi? C'est les premiers arrivés. Donc, ils représentent la jeunesse de l'humanité. C'est des bébés, les anciens. Ils ne savaient pas grand-chose. Nous, les modernes, on est les plus vieux, puisqu'on a
des milliers d'années derrière nous. Et puisqu'on est les plus vieux, ben c'est nous qui en savons le plus. Donc les modernes sont supérieurs aux anciens. Bruno le dit comme ça, c'est justement quand il veut réfuter tous ceux qui lui disent « Mais comment, en géographie, il disait ça ?» Bruno dit « Oui, il disait ça, d'accord, mais il savait beaucoup moins que nous, puisque nous, on a été voyager dans tout le tour de la Terre. » Bon. Voilà. Donc, les anciens, c'était la jeunesse de l'humanité, et les modernes sont des vieux sages, plus expérimentés. Qu'est-ce qu'on peut faire en retournant vers les anciens? On retourne simplement à la source dont nous venons. Et effectivement, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'étude des anciens. L'étude des anciens nous reste précieuse, parce qu'après tout, nous nourrissons de tout ce qui vient de cette source. Mais il faut admettre que les modernes en savent plus. Et il faut donner la priorité aux modernes. Pascal, par exemple, qui ne veut surtout pas de modernisme en matière de religion, puisque c'est un augustinien stricto sensu, lui. Mais il dit, en matière de religion, oui, il n'y a pas de discussion possible. Il dit, en matière de science, c'est les modernes qui ont raison. Et il faut suivre le progrès en matière de science. Et Pascal y a apporté sa propre contribution, qui n'est pas négligeable du tout. Voilà. Bon, alors, nous vivons avec une croyance enracinée dans le progrès. Voilà. C'est une croyance qui est au plus profond de nous. Le bon sens de l'histoire, c'est le sens du progrès. Et d'ailleurs, quand quelqu'un vous dit, bah oui, ça c'est le sens de l'histoire, vous n'y pouvez rien. Il faut admettre qu'on va aller dans ce sens-là. C'est la loi et les prophètes. Et le progrès, c'est des lendemains qui seront plus heureux qu'aujourd'hui. Une science qui demain sera plus vraie qu'aujourd'hui, etc., etc. Alors, pour donner un peu, quand même, rentrer dans le vif de notre sujet, puis nous laisser un petit moment de discussion, nous avons depuis quand même été un peu vaccinés contre les illusions du progrès. Hein. Il nous est arrivé beaucoup de choses qui ont remis en cause ce progrès. Nous savons que la science et la technique, aussi prodigieuses soient-elles, apportent autant de maléfices que de bénéfices. Hein? Voilà. Dit la science, c'est des progrès. Ouais. Demande aux gens de Hiroshima et Nagasaki ce qu'ils ont pensé du progrès scientifique. Bon. La science, c'est le progrès. On peut en donner des milliers d'exemples. Voilà. Bon, c'est loin d'être toujours le cas. Les lendemains qui chantent, hein, que chantait Aragon, eh bien, ont souvent déchanté. Et nous nous sommes retrouvés dans des situations plus mauvaises qu'auparavant. Notre pouvoir sur la nature, soi-disant, devait croître au point d'en devenir comme Seigneur et Maître. Ben, nous ne sommes pas Seigneur et Maître de la nature. D'abord, si on prend la nature dans toute son étendue, je veux dire, même si on fait péter la Terre, la nature, elle n'en a rien à faire qu'on fasse péter la Terre. Parce qu'on est quoi? On est une petite planète autour d'une petite étoile qu'est le Soleil, dans des milliards d'étoiles, dans des milliards de galaxies. On n'est rien du tout. On ne sera jamais les maîtres et possesseurs de la nature. On peut éventuellement être le maître et possesseur de son jardin, ce serait déjà pas mal. Mais pas plus. Voilà. Notre pouvoir sur la nature aurait peut-être des limites indépassables. D'abord parce que nous avons appris, grâce à Kant, que notre connaissance était limitée. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas connaître les choses telles qu'elles sont elles-mêmes, nous ne pouvons connaître les choses que telles qu'elles nous apparaissent à nous humains, à travers nos formes humaines de la sensibilité, qui s'appellent l'espace et le temps chez Kant, et grâce à nos catégories a priori de l'entendement, dont la causalité est la principale. Nous pensons que tout le monde s'explique, qu'il n'y a rien sans cause. D'où est-ce qu'on tient ça? On a tiré ça de notre bonnet. Il n'y a rien qui nous a permis de le découvrir, qu'il y avait une cause à toute chose. C'est parce que nous supposons que toute chose a une cause que nous ordonnons les phénomènes comme ça. Mais est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Nos sciences les plus avancées, les plus perfectionnées, elles se heurtent à cette limite. Quand quelqu'un vous dit « on est en train de percer les secrets ultimes de la matière », c'est de la rigolade. La matière est une catégorie de la pensée humaine. La matière, ce que c'est, personne n'en sait rien.
Dès que vous commencez à définir la matière, vous trouvez que, ah bah oui, elle est faite d'autres choses. C'est quoi d'autres choses? On a passé son temps à ça. Hein? La matière est faite d'atomes. Oui, c'est bien les atomes. Ça, Démocrite et Épicure avaient déjà dit ça. Bon, il y a les atomes. Ah ben, les atomes, dedans, il y a des noyaux, des électrons, des protons. Ouais, d'accord. Et ils sont faits de quoi? Ah ben, on les démonte encore, puis on démonte la machine, puis on tombe sur rien, on trouve rien. Parce qu'en réalité, il y a une limite à notre connaissance. Il faut apprendre que nous ne sommes pas Dieu. Hein? Alors, soit Dieu n'existe pas, auquel cas on ne peut pas être Dieu, mais s'il existe, on ne peut pas être Dieu non plus. Donc voilà, croyant ou pas croyant, nous ne sommes pas Dieu. Bon. Donc des limites indépassables. Et on continue quand même de croire au progrès. En tous les cas, si on y croit, on l'espère tout autant. Alors, pour préparer la suite, je vais vous donner une citation d'un grand maître, qui est Niccolò Machiavelli, plus connu en France sous le nom de Nicolas Machiavel, n'est-ce pas, qui disait ceci, dans son discours sur la première décade de Tite-Live. Il dit « Pensons pour ma part à la façon dont procèdent les choses. J'estime que le monde a toujours été pareil, et que toujours il y a eu en lui autant de bien que de mal. Mais je pense que le bien et le mauvais varient d'un pays à l'autre, comme on le voit d'après la connaissance que l'on a des royaumes antiques, qui changeaient du bien au mal en fonction du changement de leurs mœurs, sans que le monde changeât. » Voilà. Donc l'histoire, pour Machiavel, elle ne produit rien de meilleur, ni rien de pire d'ailleurs. C'est plutôt une vision sereine, en fait. Puisqu'en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est là où il y avait du bien, on met du mal, puis là où il y avait du mal, on met du bien. Mais la somme totale des biens et des maux est à peu près constante, nous dit Machiavel. Alors bon, il ne faut peut-être pas prendre tout ça trop au pied de la lettre, hein, mais je crois qu'il y a quelque chose de profondément vrai. Le progrès dans une direction se paye toujours d'une perte dans une autre direction. Bon, voilà. Déjà, Platon disait ça, parce qu'il disait, oui, ben, avec la lecture, on perd le sens de la mémoire. Et pour lui, c'était grave, parce que la vérité se retrouvait dans la mémoire. Avec l'écriture. Avec l'écriture, oui, donc la lecture avec les livres, quoi. Bon, mais il n'a pas tout à fait tort. Les livres déchargent notre mémoire. Et on n'a plus besoin d'apprendre, puisque c'est dans les livres. Aujourd'hui, on googlise, je ne sais plus quelque chose. Oh, j'ai oublié, je trouve. C'est une baisse de l'utilisation de nos fonctions de mémoire qui commence à se payer. Il y a d'ores et déjà des pédopsychiatres et tout qui travaillent sur ces sujets et qui ont montré que l'utilisation massive de ces machines rend plus bête. Vous pouvez dire que globalement l'humanité c'est plus de choses, mais globalement l'humanité ça n'existe pas. Ce qui existe c'est les individus. Et les individus, eux, en savent moins. Souvent. On parlait du propulseur. Je disais tout à l'heure, ils ne connaissaient quand même pas les lois de la physique, mais leur truc était quand même bien inventé à nos ancêtres, les sapiens, parce qu'ils savaient beaucoup de choses. Ils savaient beaucoup de choses de la nature dont nous ne savons rien. Parce qu'on est occupé à des tas d'autres choses, on ne peut pas tout apprendre. Et puis parce qu'on n'en a plus besoin. Parce que où trouver de l'eau? Ben, ouvrez le robinet. Où trouver à manger? Prenez votre caddie, etc. Et vous n'avez pas besoin de vous demander si le caddie va se sauver, est-ce qu'il va repasser par là, et tout. Est-ce que c'est comestible? Est-ce que c'est comestible? Ça, quoi qu'on devrait savoir là, parce que c'est pas toujours sûr, cette histoire. Voilà. C'est-à-dire que il n'est pas certain du tout que nous ayons progressé tant que ça. Le progrès se paye. Il y a des progrès qui se payent cher. Par exemple, il y a, quand j'étais gamin, c'est très longtemps, bon, les agriculteurs étaient assaillis de conseillers techniques qui passaient, qui disaient « Ouais, ce truc-là, tu mets ça dans le champ, c'est impeccable, tu vois, tes récoltes montent, etc. » Donc, ils ont fait bouffer des pesticides, fongicides, engrais en tout genre à tout le monde. Ils étaient payés pour. Comment? Ils étaient payés pour. Ils étaient payés pour, mais ils y croyaient aussi. Je ne pense pas que c'était simplement des mercenaires. Il y avait une certaine croyance. Les conseillers techniques agricoles, ils étaient effectivement payés pour ça, mais c'était pas que ça, ils y croyaient. Et puis ceux qui les ont suivis, ils y croyaient. Bon, des fois, on a eu des doutes. Hein. On a eu des doutes. Moi, j'ai eu mon père revenir de traiter des...
je ne sais quelle culture, il avait doublé de volume, parce qu'il y avait du vent ce jour-là, et donc il avait... Bon, voilà. Mais ils avaient des doutes, mais bon an, mal an, on s'est dit c'est bien. Puis là, on est en train de se rendre compte que c'est pas bien du tout, qu'il y a une explosion des cancers chez les moins de 30 ans, pas que les vieux, que le nombre de cancers va bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie, parce qu'effectivement, plus on vieillit, plus la chance d'avoir un cancer augmente. Bon, la chance, si j'ose dire, la probabilité. Bon, mais on s'aperçoit que les progrès de l'agriculture chimique, progressivement, sont en train de ruiner tout le reste. Que l'espérance de vie stagne chez nous, voire qu'elle régresse, par exemple, chez nos amis américains. Que l'espérance, que la mortalité infantile a cru de façon assez importante aux États-Unis. Alors ça, c'est des indicateurs qui sont assez clairs sur l'état d'une population. Mais c'est pas lié à l'agriculture. Comment ? C'est pas lié qu'à l'agriculture, mais c'est lié à toutes, oui, aux conditions générales. À la misère au sens où les Oui. gens peuvent pas se faire soigner. Oui, mais c'est aussi lié à ce qu'ils mangent. Oui, par exemple, l'explosion du diabète. Elle est clairement liée à ce qu'on mange. Voilà. Donc, c'est un petit exemple, mais le progrès, c'est pas toujours ce qu'on croit. On pourrait prendre d'autres exemples. Est-ce que vous croyez qu'on va beaucoup plus vite aujourd'hui sur les routes qu'il y a 50 ans? Pas à Paris, non. Ben non. On va moins vite que du temps de la voiture à cheval. On était à 8 à l'heure, je crois, à Paris. Ouais. On est à peu près au niveau de la voiture à chevaux. Voilà. On pourrait aussi faire d'autres choses comme ça. Le progrès, ça augmente, le progrès technique, c'est la productivité. Bon, est-ce qu'on en est bien sûr? Il y a quelques années était sortie une étude qui disait que le progrès de l'informatique de gestion, longtemps, n'avait profité qu'à une seule catégorie, les marchands de quincaillerie, c'est-à-dire ceux Microsoft, Apple et compagnie. Autrement, ça profite à personne, puisque vous mettez en place une application, évidemment, vous dites « je supprime la personne qui est derrière le guichet ». Voilà, un salaire d'économiser. Mais pour ça, vous avez payé le gars qui vous a vendu le logiciel, le gars qui vous a vendu l'ordinateur, qu'il faudra changer dans 3 ans parce qu'il sera obsolète, les gens qui s'occupent de la maintenance, et pour faire tout ça, il a fallu du monde qui travaille. Si vous regardez au total, il n'est pas certain du tout qu'on ait gagné quoi que ce soit en productivité. Qu'on repose sur des calculs qui sont des calculs purement monétaires, mais qui ne sont pas des calculs en heures de travail, ce qui serait quand même le seul bon calcul. Excusez ce retour de marxisme impromptu de ma part. Bon, voilà. Donc il faudrait peut-être réfléchir à tout ça de façon raisonnée, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de vouloir nous faire marcher à 4 pattes, comme Voltaire prétendait que Rousseau voulait le faire. Bon, alors, ce qui me semble même peut-être à noter, c'est que tout un discours sur les nuisances industrielles, etc., un discours un peu écolo, et peut-être même largement à côté de la plaque. Je vais donner simplement un chiffre. Si on continue comme on est actuellement, dans les 30 prochaines années, on va extraire du sol plus de ressources minérales que l'humanité n'en extrait depuis qu'elle existe. Comment on va faire? Est-ce que quelqu'un le sait? Ben non, on n'en sait rien. Et il n'y a pas que le réchauffement climatique qui en cause. Le réchauffement climatique, c'est peut-être que l'arbre qui cache la forêt. En réalité, notre progrès est en train d'épuiser les bases mêmes de la vie sur Terre. C'est pour ça qu'il parle d'aller sur la planète Mars. Ouais, parce que la vie ne sera plus possible. Il faut déménager la civilisation. Mais encore une fois, on ne peut pas aller sur Mars. Il y a un tas de raisons objectives et scientifiques qu'il faut. Vous voulez recréer une atmosphère sur ils se prennent vraiment pour Dieu. Il s'en fout que tout le monde ne puisse pas y aller. Seule une élite surgonflée, il aura droit. Tu as vu ce qu'il a dit récemment? Seules les élites ont le droit de se reproduire. Oui. Il a appelé un de ses mots mix 3Z, et puis l'autre, ils ont des prénoms formidables. Bon, alors, je termine en disant que celui qui a eu le pressentiment de tout ça, c'est peut-être un des plus grands philosophes des Lumières, c'est Jean-Jacques Rousseau, collaborateur de l'Encyclopédie,
de Diderot et d'Alembert, un homme des Lumières s'il en est, et qui est le premier à dire mais là on est peut-être en train de faire complètement fausse route, et vous croyez que notre progrès nous améliore, ben, c'est pas vrai. Voilà. Donc comme ça je laisserai la transition habile pour la conférence de Marie Claire.